On va accueillir maintenant le local de l'étape, le docteur Mathieu Jeanne. On a parlé de la boucle juste avant et ces indicateurs qui peuvent aider justement à cette boucle. On est heureux d'accueillir le docteur Mathieu Jeanne qui va aborder les boucles en anesthésie, mythe ou bientôt réalité. Merci beaucoup Mathieu pour cette présentation. Bonjour à tous et je voulais remercier les organisateurs de m'avoir invité à parler à nouveau des boucles au Gillard. La dernière fois c'était en 2019, donc c'est l'occasion de faire un point sur l'évolution du marché. C'est le marché du dispositif médical et je vais essayer de vous montrer où on en est actuellement, ce qui a changé en 6 ans. Si on s'approche d'une commercialisation de dispositifs en boucle dans nos blocs opératoires, j'ai pas de boule de cristal. Je crois que c'est difficile à prévoir précisément, mais je vais essayer de vous donner les éléments d'information et de réflexion pour guider éventuellement les achats dans vos hôpitaux. S'il y a un jour un fabricant vous propose un dispositif et quelles sont les questions qui, à mon sens, doivent absolument être posées du point de vue du clinicien pour adopter à l'essai au moins un tel dispositif. J'ai un lien d'intérêt avec une start-up qu'on a aidé à mettre sur le marché au CHU de Lille. Qui commercialise une invention du CHU de Lille, qui est le moniteur ANI, donc, dont l'objectif était d'évaluer la nociception et l'antinociception au cours d'une anesthésie générale. C'est un moniteur qui aujourd'hui est validé par un grand nombre d'études dans le monde de l'anesthésie. Et je vous présenterai les résultats d'une de nos boucles, justement, une boucle destinée à réguler automatiquement l'administration du rémifentanil au cours d'une anesthésie générale. La première chose à expliquer quand on parle de boucle, c'est que, vous la connaissez toutes dans votre environnement. C'est quelque chose que tous les ingénieurs maîtrisent. Il s'agit d'adapter l'administration de quelque chose à un capteur qui est lié, si possible directement, à l'administration de cette chose. Ça peut être simplement le thermostat que vous avez à la maison sur un radiateur d'appoint quand vous mettez une température de consigne sur le radiateur d'appoint, ou le thermostat général de votre habitation, ou le thermostat du four. En fait, les exemples sont extrêmement nombreux et peut-être que les plus récents et les plus complexes, parce qu'ils évoquent une algorithmique, c'est les régulateurs de vitesse des automobiles. Et vous pouvez tout à fait utiliser le paradigme du régulateur de vitesse de votre automobile en anesthésie. C'est-à-dire que l'objectif est de maintenir une vitesse. Ça peut être la vitesse d'administration des médicaments. Dans le cas de votre automobile, c'est la vitesse de votre automobile. Mais le dispositif n'a évidemment aucune conscience de son environnement. Et si votre automobile se dirige vers une descente ou s'il se dirige vers une montée, il n'y a aucun moyen de prévenir le dispositif que là, il va falloir augmenter le débit, en l'occurrence de l'essence dans le carburateur, ou de l'intensité du moteur électrique si vous roulez avec une voiture électrique. Donc ça va rester le travail de l'anesthésiste, de cette situation awareness, c'est-à-dire le fait qu'on va vers une descente ou vers une montée, ou typiquement qu'on va vers une incision ou vers un moment qui va augmenter le risque d'une réaction du patient. Les boucles en anesthésie, aujourd'hui, elles existent dans plein de domaines. La littérature devient de plus en plus étoffée sur le sujet. Il faut apprendre à la lire. Les fabricants des boucles, s'ils sont du point de vue de l'ingénieur, vont tenter à faire les études de validation à l'origine pour montrer que le dispositif technique qu'ils ont mis au point respecte bien les objectifs techniques qui ont été mis au point, qui ont été implémentés dans le dispositif, c'est-à-dire typiquement maintenir le capteur dans un range qui a été prédéfini. Typiquement, c'est votre constructeur automobile, s'il vous dit que quand vous réglez la vitesse à 100 km/h et que finalement il vous démontre par une belle étude que quand on utilise le dispositif de régulation, la vitesse est le plus souvent autour de 100 km/h, tout le monde considère que c'est normal.
Si un fabricant vient vous voir en vous disant qu'avec le dispositif d'administration de la noradrénaline diluée qu'on utilise maintenant tous, la pression artérielle est le plus souvent autour du range que vous avez fixé, en fait c'est normal. C'est comme pour le constructeur automobile. Donc ce n'est pas forcément cet élément-là qui doit guider l'achat. Donc on voit les boucles en anesthésie, il y en a pour les hypnotiques, pour le propofol, il y a une littérature assez colossale aujourd'hui, donc qui maintient habituellement un indicateur EEG dans un range qu'on a prédéfini. Typiquement, le fabricant de l'indice bispectral, par exemple, nous disait de maintenir le bis entre 40 et 60. Donc, toutes les boucles qui ont pour objectif d'administrer du propofol ou éventuellement des halogénés qui travaillent avec l'indice bispectral vont vous démontrer qu'elles maintiennent bien l'indice bispectral autour de 40 ou 60. C'est le raisonnement du clinicien de dire est-ce que pour ce patient-là, on veut vraiment ça? Est-ce que c'est ça qui est important? Ou est-ce que finalement, comme on l'a vu avec l'exposé du professeur Bonhomme, il y a la situation awareness là, qui est notre travail à nous, qui va nous faire éventuellement utiliser un robot qui va nous faciliter la vie, mais il est absolument indispensable qu'on reste aux manettes. Pour la curarisation, les boucles sont décrites. Est-ce qu'il y a un intérêt clinique avec des médicaments de demi-vie relativement longue? Personnellement, je pense qu'il y a des boucles qu'on ne devrait pas faire. Et celle de la curarisation, par exemple, à mon sens, n'a pas beaucoup d'intérêt. Pour les morphiniques, je viens de vous parler de nos études ici au Centre d'innovation technologique autour de la mise au point du moniteur ANI et puis c'était le deuxième étage de la fusée, de la régulation automatique de l'administration du rémifentanil en utilisant les données issues du moniteur ANI, mais aussi du scope hémodynamique, avec finalement des règles métiers. Là, on a montré maintenant que c'est faisable. Je vous montrerai les résultats. On peut utiliser, en fait, en termes d'algorithmique, tous les médicaments qu'on veut, du moment qu'on sait leur délai d'action et leur demi-vie d'élimination. Il y a toujours un ingénieur qui est capable de vous faire un algorithme destiné à l'administration. La question, c'est à quel point cet algorithme va être infusé d'éléments qui vont conduire un jour peut-être, et ce sera sans doute pas avant 2040 ou 2050, à ce qu'on appelle des systèmes intégrés. C'est-à-dire en gros, on transfère vraiment le travail de cette situation awareness à un ordinateur, un système expert, un jour peut-être une intelligence artificielle, qui deviendra conscient de l'environnement global et donc de tous les capteurs qu'on a mis sur notre patient et pourquoi pas même de l'environnement du bloc opératoire et quelqu'un qu'on n'aura plus besoin de prévenir que là, attention, le chirurgien s'apprête à augmenter la stimulation nociceptive ou simplement à inciser. Donc ça va rester notre travail pendant très longtemps encore. Les questions de boucle, on ne pense pas beaucoup, mais ça peut être des questions de remplissage. Par exemple, on peut tout à fait programmer une boucle pour éviter que le patient se retrouve dans un état de précharge dépendant. C'est presque facile, on dirait. Aujourd'hui, c'est validé. Est-ce qu'il y a un vrai intérêt? En fait, le vrai intérêt clinique, il est de savoir si on est plutôt dans une administration, disons, plutôt large du remplissage à base de cristalloïdes dans le type de chirurgie qu'on pratique, ou si on est plutôt sur un mode restrictif. Et là, en fait, c'est la littérature sur cette question-là qu'il faut interroger, et pas la littérature sur la boucle. La boucle, finalement, nous a déjà montré que c'était possible. Donc ici, par exemple, c'est un exemple qui date déjà un petit peu de 2015 de l'équipe du professeur Josten qui avait un dispositif d'administration automatisé de 100 millilitres de colloïdes sur 6 minutes lorsque un état de précharge dépendance était obtenu. Et donc, évidemment, c'est un résultat qu'on peut attendre, comme le constructeur automobile qui nous met notre régulateur de vitesse dans les mains, 96% du temps passé est dans un état où il n'y a pas de précharge dépendance. Okay. L'intérêt clinique, le bénéfice clinique, ça reste à nous de le juger en tant que cliniciens. Et puis, en imaginant toutes les boucles aujourd'hui qui sont décrites et qui sont plutôt validées, disons, sur le plan technique dans la littérature, on peut imaginer de les juxtaposer. Donc, ce serait des sortes d'accumulation de monoboucles. Et on n'aura pas mieux avant, je dirais, 2050. Mais cette accumulation de monoboucles, on peut tout à fait l'envisager dans un avenir assez proche. L'effet indésirable de l'accumulation de ces monoboucles, c'est que nos salles d'anesthésie ressemblent de plus en plus à des cockpits d'avion. Est-ce que c'est des pilotes automatiques pour autant? Est-ce qu'on a 3 pilotes automatiques et du coup on est transformé en un pilote supervisant 3 monoboucles avec charge à nous de comprendre comment elles travaillent?
comment éventuellement elles interagissent, parce qu'on va pouvoir imaginer une monoboucle propofol associée à une monoboucle rémifentanil, associée à une monoboucle remplissage, et pourquoi pas une monoboucle noradrénaline. Finalement, on va changer de métier, on va devoir superviser toutes ces monoboucles et surtout détecter quand est-ce qu'il faut en passer une ou deux ou toutes en mode manuel pour reprendre la main. C'est vraiment le travail du pilote qui éventuellement se retrouve face à une défaillance de son pilote automatique et doit reprendre les manettes, littéralement. Donc c'est possible. Est-ce qu'il y a un intérêt pour nous ou pour nos patients? Encore une fois, donc ces boucles juxtaposées, il va falloir qu'on apprenne à les intégrer dans notre environnement progressivement parce qu'elles vont y arriver progressivement. On ne voit pas non plus les industriels se battre pour les mettre au point et pour les intégrer dans nos blocs opératoires. Eux aussi, ils sont prudents. Il y a potentiellement un petit risque réglementaire avec ces dispositifs et donc il y a vraiment une question d'interface et d'ergonomie, de compréhension de ce que fait le dispositif. Et je pense que c'est vraiment la conclusion qu'il faut retenir, c'est est-ce que le dispositif me permet de comprendre comment il travaille ? Est-ce que j'y retrouve mes petits? Est-ce que ça correspond à ma façon de travailler? Est-ce que c'est un vrai système expert à qui je peux dire comment travailler? Ou est-ce que c'est une boîte noire? Et méfiance avec les accumulations de boîtes noires, je dirais, ça va être difficile dans notre environnement. Par contre, s'ils sont bien conçus et transparents, c'est possible. Juste un exemple pour vous montrer toute la littérature qui existe et qui valide globalement. On peut dire que techniquement, aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de verrou. Une des publications les plus récentes, par exemple, 2025, dans Anesthesia Analgesia, on utilise un indicateur qui est extrait donc d'un EEG de surface frontale, le BIS. On a vu toutes les limites du monitorage juste avant. Ici, on en fait un dispositif qui commande automatiquement du propofol et du rémifentanil. Là, pour le coup, les auteurs ne se sont pas embêtés à utiliser un moniteur de nociception pour guider le rémifentanil. Ils ont simplement dit qu'il y aurait un coefficient constant entre le débit du propofol et le débit du rémifentanil. Ils ont validé et finalement ils arrivent à des doses qui sont plutôt cohérentes. Donc en termes de règles métier, c'est pas complètement délirant. On travaille avec de l'anesthésie balancée maintenant depuis plusieurs dizaines d'années. C'est quelque chose qu'on peut observer tous les jours, à moins qu'on fasse de l'OFA. Le lien entre les opiacés et le propofol, en l'occurrence, il a du sens. Donc, c'est ce que les auteurs ont montré. Et finalement, ils arrivent, en comparant avec la littérature, donc c'est les deux colonnes à droite, dual loop, et ils contrôlent, ils arrivent à des posologies qui sont proches. Donc, est-ce que c'est une validation pour autant? Non, c'est une preuve de concept. En 2019, on nous avait annoncé l'arrivée sur le marché de Medsteer Easytiva qui reposait sur les études de l'hôpital Foch. Il est probable qu'il n'arrivera pas sur le marché, ce dispositif. C'est comme partout dans le monde médical, c'est des dispositifs médicaux qui sont difficiles à mettre au point, qui sont difficiles aussi à faire passer les différentes étapes réglementaires, et le marquage CE dans le domaine médical s'est considérablement renforcé. Donc c'est une sécurité pour nous professionnels de santé, pour nos patients également, mais du coup ça rajoute des obstacles pour l'arrivée des monoblocs dans nos blocs opératoires. Un autre dispositif qui a été commercialisé, pour le coup, était d'origine chinoise, mais il était commercialisé en Europe. C'était donc trois médicaments avec deux boucles basées sur le bis, les curats et les morphiniques qui étaient réglés de façon manuelle. C'est pareil, on a l'impression que ce dispositif n'a pas rencontré son marché, que l'anesthésie aujourd'hui n'est pas encore prête à utiliser ce genre de choses. Et puis il y a toujours cette limite, c'est est-ce qu'on utilise un seul signal pour commander deux médicaments? C'était un reproche qui a été fait au dispositif Easytiva de l'équipe de Foch. Le cortex n'est peut-être pas le meilleur endroit pour mesurer le besoin en antinociception d'un patient, mais un autre dispositif aujourd'hui utilisé dans l'armée américaine permet, à partir d'une électrode de surface corticale EEG, de piloter à la fois du propofol et du rémifentanil. Comme vous voyez, ce n'est pas un dispositif qui est à vendre, mais s'il s'agit de rapatrier un soldat blessé depuis les lignes de front et qu'il a besoin d'une anesthésie, on peut considérer que ça va faire le job dans ces conditions-là. Est-ce qu'il y a un intérêt à réguler sur l'indice bispectral? À mon sens, et on était éclairé aussi par l'exposé précédent, je ne suis pas sûr que ce soit l'indice bispectral, qui est une mesure un peu ancienne, qui serait le bon candidat. Et dans tous les cas,
avec un objectif uniquement de maintenir l'indice bispectral entre 40 et 60, je pense que pour le coup, pour les patients à qui on pourrait vraiment proposer une automatisation des procédures d'anesthésie, c'est pas intéressant parce que ces patients-là, ça va être des patients plutôt fragiles, plutôt comorbides, chez qui on veut justement optimiser la qualité de l'anesthésie pour éviter la dysfonction cognitive précoce post-opératoire, le délirium au réveil, tout ce qui va avoir un impact à la fois sur le neurone, la qualité de vie du neurone et la qualité de vie du patient à la clé. Donc, c'est vraiment la question qu'il faut qu'on se pose quand on voit arriver des monoblocs dans nos blocs opératoires, c'est quel est le bénéfice attendu? Est-ce que c'est juste un régulateur de vitesse mais sans regarder la qualité de l'anesthésie délivrée, ou est-ce que c'est mieux? Et là, on a participé au Centre d'innovation technologique à un projet justement qui cherche à mettre en évidence la qualité de vie du neurone au cours de l'anesthésie avec un capteur NIRS haute définition qui va donc chercher, alors en zone toujours frontale, c'est peut-être pas la zone du cerveau la plus intéressante, mais c'est celle qui est la plus accessible, la façon dont le neurone est oxygéné, et en même temps, dans la même électrode, il y a du signal EEG. Donc l'objectif de ce capteur-là, c'était pas juste de rajouter un NIRS à des moniteurs NIRS qui sont déjà sur le marché, qui sont souvent utilisés, dont les seuils sont toujours pas clairement établis. On ne peut pas établir des boucles guidant l'anesthésie sur les moniteurs existants. Par contre, on a l'espoir, avec un moniteur ici de haute définition, d'aller vraiment voir la façon dont le neurone est impacté par les médicaments de l'anesthésie qui sont administrés aux patients, mais aussi l'impact hémodynamique sur le neurone. Et tout ça, c'est des choses qu'on a l'espoir de pouvoir gagner en termes de qualité de prise en charge. Donc, là, il y a une première étude clinique qui a été faite et qui a été présentée récemment dans un congrès. Donc la validation clinique, elle est récente, mais elle est plutôt intéressante et elle me donne de l'espoir qu'il y a un avenir probablement pour un monitorage EEG, mais plus fort que de l'EEG en fait. On va arrêter peut-être de faire de l'anesthésie avec des gants de boxe et peut-être qu'on va réussir à guider à la fois la pression artérielle moyenne, à guider aussi l'oxygénation, et donc non pas en guidant l'oxygénation inguéale de nos patients, mais en guidant l'oxygénation neuronale de nos patients, en guidant probablement aussi la FET-CO2. On a un impact potentiellement important sur la qualité de la perfusion neuronale de nos patients, tout simplement en faisant bouger un petit peu la capnie de nos patients. Et si on est guidé par le bon signal, à la bonne profondeur dans le tissu cérébral, il est possible qu'on arrive un jour à proposer une anesthésie qui évite vraiment la dysfonction cognitive post-opératoire, qui permet vraiment à nos patients âgés et comorbides de se réveiller comme une fleur plutôt qu'avec un peu de tissu neuronal en moins. Donc le bénéfice patient, en fait là, c'est aux cliniciens de faire le cahier des charges. On voudrait une hypnose de bonne qualité, si possible un dispositif qui évite de faire du suppression ratio à nos patients, qui leur évite aussi d'être conscients, et donc peut-être que l'EEG tout seul n'est pas suffisant, qu'il faut combiner ça avec d'autres moniteurs. Le problème, c'est que c'est cette communication entre les réseaux sous-corticaux qui est à l'origine de la conscience, ou au moins de l'état de veille connecté, est difficile à aller chercher. On n'a pas d'électrodes EEG qui vont chercher l'information suffisamment profondément pour mesurer ça. J'espère que les matrices à Liège, un jour, permettront d'être disponibles en temps réel au bloc opératoire, mais on n'a pas une IRM autour de la tête de chaque patient pour aller les quantifier. En termes d'hémodynamique, alors une hémodynamique maintenue, une précharge dépendance évitée, peut-être, peut-être pas. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit forcément le sujet d'une boucle. Une hypoperfusion évitée, ça, c'est probablement intéressant. Une pression cérébrale maintenue à condition d'avoir le bon moniteur. Et une oxygénation cérébrale préservée, là c'est pareil, il ne faut pas que le capteur de NIRS soit pollué par les tissus sous-cutanés, par éventuellement la présence d'un sinus frontal un petit peu important, ou simplement par la circulation veineuse méningée. Il faut être vraiment certain que le capteur mesure réellement l'oxygénation du neurone et pas juste du sang veineux méningé, quoi. Pour parler rapidement de l'administration automatisée du rémifentanil, alors j'en parle comme d'une automatisation automatisée, mais qui est
assez différent d'une boucle, puisque là, le endpoint est mixte, il est basé sur des règles métiers qui sont la première règle, la priorité absolue, comme dans les livres de science-fiction sur l'objectif des robots est de ne pas nuire à l'humanité. Donc la première chose, c'est, première priorité, on maintient l'hémodynamique. Et on n'administre pas de rémifentanil dans une période où le patient serait bradycarde ou hypotendu. Donc ça, ce sera... donc le premier objectif, c'est on ne fait pas de mal à notre patient et on administre le rémifentanil qu'une fois que l'hémodynamique est à coup sûr préservée. Et en deuxième objectif, c'est si l'hémodynamique est préservée, à ce moment-là, on a un objectif de maintenir l'Analgesian Nociception Index dans la fenêtre 50-70 qui correspond, donc c'est un tonus parasympathique relatif, l'ANI, qu'on peut de façon simple comprendre comme un paramètre qui évolue entre 0 et 100 et qui correspond au pourcentage de parasympathique. Donc si on est au-dessus de 50%, le parasympathique prédomine un petit peu, ça va être la première source dans laquelle l'organisme va aller puiser dans cette réserve parasympathique avant d'aller activer le sympathique et donc de générer la réactivité hémodynamique qu'on connaît tous lorsque on n'a pas assez anticipé, par exemple, l'incision chirurgicale ou un temps chirurgical particulièrement douloureux. Donc si on est dans cet état de légère prédominance parasympathique, à ce moment-là, on considère que globalement, il n'y a pas d'activation d'un stress nociceptif chez nos patients. Et donc vraiment la construction de l'algorithme, elle est basée sur des règles métiers. Vous voyez les différents temps ici au cours de la chirurgie. Donc ça va de T1 jusqu'à T7. T1 c'était avant l'incision chirurgicale mais sous anesthésie, jusqu'à T6 pendant le pansement, T7 juste avant le réveil et l'extubation, avec en haut fréquence cardiaque, pression artérielle systolique, indice bispectral et puis ANI en bas. On voit que dans les deux bras, finalement, le cours des événements, à la fois hémodynamique en termes d'indice bispectral et en termes d'ANI, a été très proche. Le résultat, le endpoint, était essentiellement prouvé que le dispositif n'était pas dangereux pour les patients. Il s'est très très bien comporté. Et puis l'autre endpoint était de regarder si, en ayant intégré tout ça, finalement, on arrivait à peu près aux mêmes posologies de rémifentanil que ce qu'on faisait en boucle ouverte, c'est-à-dire simplement en faisant monter la cible ou en faisant descendre la cible de rémifentanil selon le modèle de Minto, juste en étant guidé par le moniteur ANI. Là, l'objectif pour l'infirmière anesthésiste, c'était de maintenir l'ANI entre 50 et 70. Et on s'est rendu compte, on a même été surpris, parce que l'effectif n'est pas énorme, en fait, avec 52 patients en tout, que dans le bras automatisé, finalement, on administrait moins de rémifentanil que dans le bras boucle ouverte où on guide la cible de rémifentanil pour maintenir l'ANI au-dessus de 50. Et le deuxième élément qu'on n'avait pas anticipé autant, c'était que dans le bras automatique, la durée, le temps passé dans un état de réactivité hémodynamique, soit hypotension bradycardie, soit hypertension tachycardie, était largement diminué de façon significative. Là, on voit 4% du temps dans un état hémodynamique, disons, non souhaité, versus 19% dans le bras boucle. Et pourtant, j'ai été présent dans toutes les inclusions. Enfin, tous nos patients, disons, ont bien dormi. Aucun doute là-dessus. Mais c'est aussi la difficulté, et toutes les études sur l'hémodynamique le disent. En fait, on est obligé de fixer des seuils pour que ce soit reproductible. Et donc, un patient qui est en dessous du seuil, on est obligé de le compter comme un temps passé dans un état qui n'était pas souhaité. Disons, des choses qui sont parfaitement tolérables tous les jours en clinique, mais qui prennent parfois l'aspect de chiffres qui sont peut-être un peu surdimensionnés. Je ne pense pas que c'est surdimensionné en l'occurrence dans notre cas, mais on va voir que finalement, à chaque fois qu'on lit de la littérature sur l'administration automatisée en boucle, on peut avoir cette impression que le dispositif fait vraiment très très bien et qu'en clinique, on fait vraiment très très mal. C'est évidemment à atténuer et ce n'est pas aussi coupé au cours d'eau que ça. Les performances d'administration de noradrénaline, par exemple. On parlait d'hémodynamique. On en fait tous les jours aujourd'hui dans nos blocs avec de la noradrénaline diluée. Il y a finalement assez peu d'auteurs qui publient sur le domaine de l'administration de catécholamine de façon automatisée. Ça tourne autour de 2, maximum 3 équipes. Et quand c'est colligé, quand ces travaux sont colligés dans ici une méta-analyse publiée en 2024 dans le JCMC,
on a l'impression qu'on est criminel de ne pas avoir déjà des monoboucles d'administration de la noradrénaline dans tous nos blocs opératoires. Et pourtant, c'est important d'aller voir le détail de chaque étude. Tous les patients inclus sont soit en post-op de chirurgie cardiaque pendant les 2 heures qui suivent, ça correspond à 30 patients, et les auteurs ont comparé la façon dont l'infirmière pilotait sa noradrénaline pendant ces 2 heures post-chirurgicales, comparé avec un dispositif automatique qui avait la vie facile, puisque le signal d'entrée, c'était la pression artérielle invasive. En pratique, tous les ingénieurs automaticiens que je connais vous diront que pour le coup, il n'y a rien de plus simple que de construire une boucle quand le signal est aussi facile à obtenir. La vraie difficulté sur l'hémodynamique, en fait, elle va être d'aller vers des mesures non invasives. Est-ce qu'on va pouvoir faire l'administration qu'on sait faire tous de noradrénaline diluée 16-gamma avec une seule pression non invasive au brassard prise toutes les 5 minutes, en ayant justement cette situation awareness du patient qui fait qu'on arrive à voir à quel moment il va falloir augmenter, même si on n'a pas forcément attendu la dernière mesure de pression pour savoir qu'il fallait augmenter. Et c'est tout le challenge sur l'hémodynamique, il est là, parce que sur la base de 2 ou 3 études, on devrait se dire qu'on devrait tous déjà avoir des boucles noradré dans nos blocs opératoires. Elles reposent toutes sur une mesure invasive de pression artérielle. Pareil avec la phényléphrine, pareil avec les vasodilatateurs. En fait, c'est facile pour le coup. C'est vraiment comme le constructeur automobile qui vous dit que son dispositif pour maintenir la mesure dans la cible est efficace. Évidemment, en fait, c'est à la portée de beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui. Pour le BIS, c'est pareil en fait. Quand on regarde les résultats ici, on a l'impression qu'on devrait tous avoir des dispositifs d'administration automatisés du propofol basés sur le BIS dans nos blocs opératoires. C'est pas pour autant en fait qu'il faut se précipiter dessus, à mon sens. Il faut continuer à réfléchir à ce qui fait la qualité de nos prises en charge. Un éditorial dans le JCMC récent encore propose du coup toutes les monoblocs qu'on va pouvoir poser à côté de nos patients dans nos blocs opératoires pour guider la curarisation, la composante hypnotique, la composante antinociceptive, l'insuline, pourquoi pas, les vasopresseurs, le remplissage. Mais en même temps, les auteurs disent bien, en fait, la seule personne ici qui peut garder la vue d'ensemble, c'est le clinicien, c'est l'anesthésiste, qui peut anticiper les temps douloureux ou les temps hémorragiques. Et ça, c'est des tâches qui vont rester absolument irremplaçables, ne serait-ce que pour déterminer quels sont les seuils qu'on va fixer à nos robots. Moi, je les vois comme des assistants. Ils vont nous faciliter la vie si on a bien compris comment ils fonctionnent, mais il faut leur donner les éléments avec lesquels ils doivent travailler. Et donc, ça commence par déterminer quels sont les bons seuils pour le patient que j'ai là sur la table. Est-ce qu'il a besoin d'une PAM à 60, à 65 ou à 70 ? Est-ce que son myocarde a besoin éventuellement que je garantisse que sa fréquence cardiaque ne dépasse pas telle ou telle valeur ? Là, on n'a pas parlé de régulation de la fréquence cardiaque. C'est le grand absent, disons, de cette tentative de prise de contrôle globale de toutes les fonctions de nos patients. L'hémodynamique, pour le coup, dans la littérature, ça, ce n'est pas une littérature sur les boucles, c'est une littérature sur l'hémodynamique au bloc opératoire. C'est bien établi aujourd'hui qu'il faut absolument essayer de la maintenir. Avec quels objectifs, quels seuils, en fait, ils ne sont toujours pas établis. Est-ce qu'on utilise des seuils absolus? Est-ce qu'on utilise un seuil relatif? Est-ce qu'on regarde le pourcentage de décroissance de la pression après l'induction? Est-ce qu'on autorise un certain niveau de décroissance? Ce qu'il faut voir, en fait, là, c'est des odds ratios. Donc, globalement, si c'est autour de 1, considérer que le risque ici d'avoir une insuffisance rénale qui, dans la littérature ici, est essentiellement une modification des chiffres de créatinine. Ce n'est pas des patients qui vont se retrouver dialysés du jour au lendemain parce qu'ils ont eu une hypotension un tout petit peu prolongée au bloc opératoire. Et il faut bien voir aussi qu'ici, ce qui est le plus rouge ou le plus noir, c'est quand on a vraiment dormi au volant, on n'a pas corrigé une hypotension sévère, majeure, pendant 20 minutes chez un de nos patients. À ce moment-là, oui, il y a un risque important que ça génère des lésions d'organes. Mais le tissu cérébral est le grand oublié ici. On nous parle du rein. En pratique, tous les réanimateurs ont parfois sacrifié le rein pour sauver du poumon parce qu'on a toutes les techniques qu'il faut pour suppléer. Et en anesthésie, il va falloir aussi qu'on réfléchisse en quel est le tissu qui est le plus important pour le patient, comment on va orienter nos choix. Et ça, aujourd'hui, il n'y a aucune boucle qui est capable de nous aider.
on pourrait imaginer d'avoir rapidement dans nos blocs opératoires ce qui a été présenté ici par professeur Josten dans Anesthésiologie en 2021, c'est-à-dire des boucles d'administration automatisée d'adrénaline. Mais comme vous le voyez sur la photo à gauche, il faut un cathéter invasif. Au Centre d'innovation technologique, ici, nous, on aimerait bien pouvoir se passer donc, de cette mesure invasive, réussir à trouver éventuellement dans des signaux physiologiques basés sur l'arythmie sinusale respiratoire ou sur une combinaison de signaux, une façon, un indicateur qui nous alerte sur le fait qu'il y a probablement une hypotension qui est en train d'arriver chez ce patient-là, que du coup, ça vaut sans doute la peine soit d'introduire, soit d'augmenter la posologie de noradrénaline diluée. On est loin d'avoir un modèle très performant, mais on commence à avoir quelques pistes. En tout cas, c'est encore de la recherche. Donc, il y a des verrous techniques qui sont en train de se lever progressivement. La littérature, globalement, est favorable, au moins en termes de fiabilité et de non-dangerosité. L'appropriation des cliniciens, à l'heure d'aujourd'hui, elle est vraiment praticien indépendant. On voit bien que ceux qui publient, finalement, sont ceux qui ont peut-être l'appétence la plus marquée pour ces boucles. À mon sens, les industriels aujourd'hui sont encore attentistes, probablement parce qu'il y a quand même un risque réglementaire, voire légal à la clé, et que c'est vraiment une question d'interface. On le voit bien avec les voitures automatiques et les procès qui sont compliqués lorsque la voiture automatique, en mode pilote automatique, a un accident. Et donc, est-ce qu'il va falloir parler aussi éventuellement de boîte noire, la façon pour les industriels de se protéger du risque légal, c'est d'avoir un dispositif enregistreur, vraiment la boîte noire de l'avion, qui permet de reconstituer l'accident ou juste ce qui s'est passé avant l'accident. Et est-ce qu'on aura ces boîtes noires? Quels seront les signaux d'entrée? Actuellement, il n'y a aucun dispositif intégré qui permette ne serait d'enregistrer absolument tout ce qui se passe dans un bloc opératoire. Et puis surtout, la vraie question pour les cliniciens, c'est quel est le bénéfice patient? Et je pense qu'il faut terminer avec les trois lois qui peuvent nous guider, qui sont ne pas être iatrogène, être transparent. On doit pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas que le dispositif automatique soit une boîte noire. Et éventuellement, ça c'est la cerise sur le gâteau, libérer du temps cognitif pour s'intéresser aux tâches qui sont difficiles à automatiser, ne serait-ce que déterminer les seuils physiologiques utiles aux patients à chaque moment de l'intervention, éventuellement faire évoluer ces seuils. Après, une publication très sympathique dans Anesthésia Analgesia en 2024, qui est la vision de l'anesthésie de 2050, où ici c'est Thomas Emmerling, qui est un des anesthésistes historiquement intéressés par l'administration des médicaments en boucle, qui propose une interface dans laquelle on n'a plus qu'à appuyer sur des boutons pour automatiser l'administration du propofol, du rémifentanil, du cisatracurium, éventuellement les remplissages avec fluide 1, fluide 2, et puis pourquoi pas même, il y a eu des tentatives déjà d'intubation robotisée. Bon. Est-ce que c'est ça qu'on souhaite? On en est encore très très loin. Je pense qu'on a encore le temps de faire des points d'ici là. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Mathieu. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que l'amélioration des boucles en contrôle, elle passera aussi par un deep learning? L'apprentissage sur des mesures invasives pour après s'envoyer sur un modèle. C'est une option. Alors le problème, si on parle d'intelligence artificielle ou de deep learning, c'est de réussir à comprendre les liens que le modèle semble établir, mais qui semblent toujours en difficulté pour expliciter. Donc, à mon sens, pour la sécurité d'administration et pour la sécurité de tout le monde dans l'avion, c'est important que le pilote sache comment fonctionne le dispositif, et ça sera vraiment un sujet de vigilance à avoir. Alors, c'est des outils, l'intelligence artificielle comme le deep learning, c'est des outils, mais bon, ça génère aussi en fait des analyses sur des datas massives. Et on a vu, par exemple, l'exemple du triple low qui a été cité par le professeur Bonan avant, en fait, combien l'analyse des datas massives peut conduire à des conclusions erronées. Et rien ne remplace la validation prospective d'une hypothèse avec des datas qui sont moins massives, mais qui ont l'avantage d'être solides et défendables sur le plan clinique et physiologique et physiopathologique.